Le cœur de la Russie historique, c'est l'Anneau d'Or, une région qui a vu naître l'État russe et émerger sa capitale, Moscou. Un voyage indispensable pour comprendre la Russie. Mais avant de rejoindre Moscou en traversant les grands lacs de Carélie et le canal Volga-Baltique, nous ferons une première escale à Saint-Pétersbourg, un quasi-mirage urbain au cœur de l'Europe du Nord. À Saint-Pétersbourg, les nuits blanches du mois de juin sont magnifiées par l'ouverture des ponts sur la Neva, entre 1h et 5h du matin. Le spectacle dure cependant d'avril à octobre, lorsque la rivière redevient navigable. C'est sur l'île de Petrogradskaya que les travaux commencèrent avec la construction de la forteresse de Pierre le Grand à partir de 1703. À l'intérieur de celle-ci, il chargea l'architecte Trezzini de construire une cathédrale dont la flèche dorée domine aujourd'hui encore toute la ville. Elle fait aussi office de nécropole pour la dynastie des Romanov. De l'île initiale, Saint-Pétersbourg s'est ensuite développée sur l'autre rive à l'aide d'un impressionnant réseau de ponts et de canaux. Elle fut la capitale de la Russie jusqu'en 1917. Sous le nom de Léningrad, pendant la guerre 39-45, elle s'illustra par sa résistance héroïque lors d'un siège de 900 jours mené par l'envahisseur allemand. C'est à travers ces grands palais que Saint-Pétersbourg est connu dans le monde entier. Plusieurs d'entre eux se trouvent au centre-ville, dont le célèbre palais d'hiver qui abrite l'illustre musée de l'Ermitage. Mais c'est aux alentours de la ville que les tsars ont construit leurs palais les plus prestigieux. Le palais de Peterhof, dont les premiers aménagements ont été ordonnés par Pierre le Grand lui-même, mélange classique et rococo. Il est le plus somptueux des palais impériaux. En Russie, le pouvoir s'incarne avant tout dans la puissance de l'Église orthodoxe, qui se considère comme héritière de l'Empire byzantin. Au fur et à mesure de sa construction, Saint-Pétersbourg est logiquement devenue une ville de pouvoir religieux, se dotant de cathédrales et d'églises somptueuses qui font aujourd'hui encore son charme. Des dizaines de milliers d'hommes ont par exemple travaillé à la construction de la cathédrale Saint-Isaac. On peut aussi citer la très moscovite église du Saint-Sauveur sur le sang versé, de style néo-russe, qui abrite une incroyable quantité de mosaïques. Dans les innombrables palais du centre-ville habitaient des familles puissantes qui entouraient le tsar, comme celle des Yusupov. C'est dans leur résidence que fut orchestré l'assassinat du célèbre Raspoutine. Oracle de la famille impériale, il aurait à plusieurs reprises guéri le tsarévitch Alexis et par son charisme finit par exercer une influence dangereuse auprès de la tsarine au début du XXe siècle. Le lieu où il prit son dernier repas est avec le petit théâtre privé, le clou de la visite du palais des Yusupov. Mais Saint-Pétersbourg fut aussi la ville de résidence de nombreux auteurs et artistes, à commencer par le plus célèbre des poètes russes, Pouchkine, auquel un musée est consacré. Passionnée par l'Europe des Lumières, Catherine II de Russie invita nombre d'étrangers à visiter la ville. C'est aussi Catherine II qui jeta les fondations d'une école dramatique, d'opéra et de ballet russe qui s'établit au XIXe siècle dans le théâtre Mariinsky. C'est aussi à Saint-Pétersbourg qu'on embarque pour de mythiques croisières sur le canal Volga-Baltique. Une croisière à taille humaine, c'est ce que vous promet un séjour fluvial au fil de la Volga. Au programme, farniente, salon de thé, bibliothèque, atelier cuisine, artisanat ou chant, sans oublier les concerts quotidiens. Il y a la vie à bord bien sûr, mais aussi la vie sur les berges que l'on appréhende du regard et dans lequel on s'immerge le temps d'une escale.
Celle qui nous conduit sur l'île de Kiji au milieu du lac Onega en Carélie est inoubliable. On y vient pour son enclos paroissial mondialement connu, mais aussi pour goûter à l'émouvante sérénité et simplicité qui habitent paysages et habitants du lac. Un endroit tellement évocateur que les Russes ont qualifié l'île de Kiji de véritable poème de bois. Lorsqu'on quitte le lac Onega vers le sud, on entre dans le fameux canal Volga-Baltique, qui dans sa forme moderne, inauguré en 1964, a remplacé l'ancien système Marinskaya, initié par Pierre le Grand, mais terminé au XIXe siècle. C'est dans la place à des lacs et retenues d'eau, il laisse apparaître des bourgades hors du temps, comme celle de Goritsi, où l'on découvre deux édifices religieux qui ont compté dans l'histoire de Russie. Notre découverte de l'Anneau d'Or commence par la plus grande ville de la région, Iaroslavl, dont le centre historique est classé au patrimoine mondial. Fondée sous la tutelle de Rostov comme un avant-poste de la Russe de Kiev, la ville s'est dotée d'édifices religieux et d'un Kremlin dès le début du Moyen Âge. Devenu autonome, le duché de Iaroslavl rejoint l'État de Moscou à la fin du XVe. Au cours des 2 siècles qui suivirent, la ville devint une place économique et religieuse d'importance grâce à la Volga et au commerce avec la Perse, l'Inde et l'Empire ottoman. Rostov-le-Grand, une des plus vieilles villes de Russie, est aussi une des étapes les plus marquantes de l'Anneau d'Or. On s'y attache notamment pour son caractère rural très marqué. Elle est en effet campée au bord d'un immense lac marécageux, le lac Nero. Rurale mais également commerçante, car située sur l'axe Moscou-Iaroslavl. Du Kremlin de Rostov s'élèvent de somptueux bulbes et clochers au milieu d'un gros village paisible. On touche du doigt le Moyen-Âge russe et le temps où les princes rivalisaient de puissance, allant même jusqu'à faire de l'ombre à Moscou. Tranchant sur les eaux du Nero et l'immense ciel des plaines russes, le Kremlin de Rostov et ses coupoles argentées est un des plus fascinants du pays. À Souzdal, comme un peu partout en Russie, on peut profiter d'une halte pour découvrir la tradition du banya, un sauna humide pendant lequel on se fait fouetter avec des branches de bouleau. C'est aussi au milieu des champs qu'on tombe nez à nez avec Souzdal, une bourgade de moins de 15 000 habitants qui est une des plus pittoresques de l'Anneau d'Or. On la découvre du haut d'une colline qui borde la rivière Kamenka. Comme à Rostov, la place rouge, un terme qui en vieux russe signifiait « belle place », borde le Kremlin et laisse deviner que Souzdal a été une grande place commerciale. Les 4 coupoles bleues étoilées du monastère de Sergueï Posad, dernière ville de l'Anneau d'Or sur notre parcours, s'annoncent comme une apothéose. À ce stade du voyage, il faut sans doute pénétrer au cœur du Vatican russe en oubliant un peu l'histoire. Pour l'heure, profitons de la visite de Sergueï Posad pour constater à quel point la religion, chassée de la société soviétique pendant 3 générations, a fait un retour réussi dans la Russie moderne. Lueur d'espoir pendant les années de chaos qui ont suivi la chute du communisme, la religion a connu un réancrage d'autant plus fort qu'elle est en Russie fortement associée à la conscience nationale et à une certaine idée de la grandeur du pays. Au fil des ans, l'ancienne capitale de l'URSS, Moscou, disparaît un peu plus sous les traits d'une mégalopole mondiale de 12 millions d'habitants. Au milieu des années 2010,
On y découvre cependant de nombreuses traces de l'époque soviétique, à commencer par le cimetière des statues déchues. Il faut reconnaître que les statues, fresques et monuments de l'époque soviétique ont de quoi impressionner le regard, à l'instar de celles de l'Ouvrier et de la Kolkhozienne. Certaines réalisations architecturales de l'ère soviétique, notamment des années 50, ont même vaillamment passé l'épreuve du temps. C'est le cas des célèbres Sept Sœurs, ces gratte-ciels construits sous Staline. Mais le plus fascinant des héritages de l'ère soviétique reste certainement le métro de Moscou, qui fut un des premiers grands chantiers staliniens dans les années 30 et l'expression technologique, artistique et sociale du monde nouveau que les communistes comptaient bâtir. Mais l'histoire moscovite dépasse largement l'héritage soviétique. Et c'est bien sûr le Kremlin de Moscou qui symbolise mieux que tout autre lieu les fondations historiques de la Russie, et notamment la puissante alliance entre l'Église orthodoxe et le pouvoir russe. La forteresse du Kremlin a pris sa forme actuelle entre le XVe et le XVIe siècle. Au fil de son histoire, le Kremlin fut résidence des tsars, des dirigeants soviétiques et aujourd'hui encore du président russe. Impossible de dissocier le Kremlin de la célèbre place rouge qui le longe. C'est une des plus belles places du monde. On y visite notamment le mausolée où est embaumé Lénine et duquel Staline a été retiré à l'ère Khrouchtchev. C'est certainement l'église Saint-Basile le Bienheureux qui symbolise pour la plupart à la fois la place rouge et Moscou. La place rouge est aussi depuis longtemps une grande place commerciale. À sa construction à la fin du 19e, le GUM, une magnifique galerie commerciale, était la plus vaste au monde. Le couvent de Novodievitchi est un autre joyau du patrimoine religieux russe. Conservé tel qu'au XVIIe siècle, à l'écart du centre-ville, il dégage une authenticité et une sérénité qui en fait un havre de paix au cœur de Moscou. C'est à 2 pas du couvent qu'on trouve le Père-Lachaise russe, le cimetière de Novodievitchi. Les passionnés d'histoire et d'art se délecteront à y repérer les sépultures d'auteurs, d'artistes, d'ingénieurs, mais aussi de membres de la nomenclatura soviétique. Moscou renoue aujourd'hui également avec son passé classique. Symbole de ce renouveau, le théâtre du Bolchoï, d'architecture néoclassique, a rouvert ses portes après 10 ans de restauration en 2011. Les moscovites s'y pressent de nouveau pour assister à ces célèbres ballets ou opéras et redécouvrir ainsi une part de l'histoire russe. Ailleurs, ce sont de restaurants qui se dotent de décors bourgeois façon 19e, à l'instar du Café Pouchkine. Beko l'avait rêvé, les moscovites l'ont fait 35 ans après la chanson. Mais il n'y a pas que sur le plan culturel et des loisirs que Moscou rattrape son retard. Symbole plus ou moins convaincant de l'essor économique russe des années 2000, le quartier d'affaires Moskva City affiche ses prétentions bien haut dans le ciel. Plus encore peut-être que par ses contrastes, Moscou étonne surtout par son dynamisme. Ses habitants semblent étonnés de pouvoir enfin être, sans pour autant oublier de paraître, un art dans lequel les moscovites sont passés maîtres. Malgré les difficultés économiques et les soubresauts politiques qui réveillent périodiquement une société qu'on dit plus résignée qu'ailleurs, Moscou n'en finit pas de se transformer, pour mieux nous étonner et surtout nous séduire.
ложит ладонь над картой жизни, где будет город. Легенды делают нас мудрей, мы чувствуем пульс единой вселенной. Апостол Петр, хранитель ключей в волшебном танце с прекрасной Еленой. Я верю в Иисуса Христа, я верю в Гаутаму Будду, я верю в пророка Мухаммада, я верю в Кришну, я верю